Alors, je vous propose de commencer tout d'abord par un état de santé du virus. Un virus, sa vie, c'est de s'adapter, de se renforcer et d'évoluer. Alors, où en est-on du virus et de ses mutations? Et peut-on encore parler du Covid-19, c'est-à-dire de la souche historique, ou est-ce déjà presque de l'histoire ancienne? Vous parliez de l'état de santé de ce virus. J'aurais tendance à dire que malheureusement, il est en très bonne santé, ce virus, un peu moins les gens qui l'infectent. En tout cas, ce virus continue de se propager dans différents endroits du monde et même dans différents endroits de notre pays et de notre territoire. Finalement, il n'y a pas un seul virus, mais il y a plusieurs virus SARS-CoV-2. Et ça, quelque part, un peu dès le début, puisque la vie des virus, c'est quand même un peu d'évoluer. Ils ne restent pas figés. C'est un virus ARN et on sait qu'ils voilà, ils ont la capacité éventuellement de muter, sauf que certaines mutations vont avoir des impacts et d'autres très peu ou pas du tout. Et donc, c'est vrai que depuis l'émergence de ce virus fin 2019, hein, d'où son nom, hein, même si on est en 2021 et qui continue, ça reste le virus responsable de la Covid-19, on a plusieurs modifications de ce virus avec plusieurs variants qui ont été décrits au cours de l'épidémie et assez tôt d'ailleurs dans l'épidémie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de variants alors dits d'intérêt en France, hein, de variants of concern en anglais avec finalement une appellation probablement plus appropriée que ce terme de variant d'intérêt, qui ont émergé dans différents endroits, le fameux variant anglais, le fameux variant sud-africain et le fameux variant brésilien. Pour autant, on va dire le virus originel, ou en tout cas celui qui ressemble plus à ce virus-là, continue de circuler et d'infecter des gens. Donc, on est en effet, à l'heure actuelle, face à une poursuite de l'épidémie avec toujours de nouveaux cas, certains avec des variants nouveaux et puis d'autres avec, je dirais, le variant classique, en tout cas le virus classique. Le variant anglais est dit anglais, hein, il faut arrêter de l'appeler comme ça, mais par habitude, il a été le B117. Je trouve qu'il a un petit nom d'agent secret de Sa Majesté quasiment, a aujourd'hui une capacité vraisemblablement à gagner du terrain. Aussi parce que les mutations qui sont observées lui confèrent probablement une certaine affinité plus importante pour le récepteur dans les cellules humaines. Donc, il y a beaucoup de ça. Et puis, comme on sait, hein, quand un variant s'implique quelque part et arrive quelque part, la transmission va se faire avec ce virus-là s'il est justement, s'il a un bon fitness, on pourrait dire, pour infecter les gens, et donc il va pouvoir se propager. Donc, on voit que malheureusement pour nous, le virus est en bonne santé, et tant qu'il y aura beaucoup d'infections, il y aura toutes les conditions réunies pour que le virus continue de muter. Et sans trop spoiler la suite, puisque je pense qu'une partie de la discussion sera sur la vaccination, voilà, tant qu'on aura des nouveaux cas et que différentes stratégies, d'abord les mesures barrières, les vaccins et puis éventuellement d'autres stratégies, n'empêcheront pas les infections, on aura de la transmission, et plus on a de transmission, plus on donne la possibilité au virus de muter. Donc il y aura probablement d'autres variants, c'est une certitude, il y en a d'autres, hein. Il y a différents sites qui répertorient ces différents variants. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à la fois attendu et qui, du coup, continue de poser problème. Sur ces mutations, est-ce que du coup, elles entraînent aussi d'autres types de populations affectées et infectées? Les chiffres tendent à montrer que les plus jeunes eh bien, sont plus fortement contaminés. On pense notamment à la région parisienne, mais pas que. C'est-à-dire que est-ce que ce virus reste quand même, avec sa mutation et ce variant, est-ce qu'il reste peu déclencheur de grosses pathologies chez les plus jeunes, mais est-ce qu'il les infecte plus?
Alors, je crois que c'est un petit peu tôt pour être très affirmatif quand même. Ce qui est certain, c'est que le SARS-CoV-2 infecte les jeunes avec des formes souvent plutôt bénignes, pas toujours. Et dès le début, on a quand même eu des gens jeunes qui ont pu faire quand même des formes un peu cognées, sans même forcément parler de réanimation, mais en tout cas des formes un peu symptomatiques fortement. Aujourd'hui, on voit en effet, et je prends l'exemple dans ce qu'on a aujourd'hui dans les services du CHU, peut-être des patients un petit peu plus jeunes, mais on est aussi confronté à peut-être un peu moins d'infections chez les plus âgés, qui, et même si c'est trop tôt pour le dire, ont beaucoup été infectés et ont aussi beaucoup plus en proportion été vaccinés. Donc, ce qu'on aperçoit aujourd'hui, je pense que c'est en train d'être scruté de près parce que, en effet, il y a cette crainte que finalement les sujets jeunes puissent être peut-être touchés de façon un peu différente par ces nouveaux variants, mais je resterai très prudente. Dès le début, voilà, le SARS-CoV ne choisit pas que des jeunes ou que des vieux, infecte tout le monde. Les enfants ont pu à un moment donné peut-être être moins touchés, tout simplement parce qu'ils ont moins de récepteurs. Là, on est face à certains variants avec plus d'affinité pour les récepteurs, donc ça peut un petit peu changer la donne. Mais globalement, de toute façon, on peut tous être infectés, quel que soit notre âge, et on peut tous transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis le début, est présent et doit rester à l'esprit de tout le monde. Alors on le voit, les territoires sont diversement touchés, c'est normal, et ça c'était vrai aussi à la première vague, aussi à la deuxième vague. Pour ce qui est de Saint-Étienne en particulier, qui a été fortement touché à la première vague, très fortement aussi à l'automne dernier, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a des indicateurs qui ne sont pas les plus inquiétants par rapport à la France. Enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant même de parler de la Loire, a aujourd'hui des marqueurs, des indicateurs d'infection qui ne sont pas les plus inquiétants. Ça frémit depuis un petit moment et on est un peu sur cette espèce de pente ascendante, mais doucement. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui explique ça, très clairement. Donc, je m'hasarderai certainement pas à des hypothèses. Après, pour ce qui est de la Loire, on a globalement toujours tendance à avoir des marqueurs peut-être un tout petit peu plus élevés souvent que d'autres départements de Haut-Rhin. Mais pour l'instant, on est dans une situation qui, il y a toujours trop d'infections, très clairement, parce qu'on est bien toujours au-delà des seuils de 50. Hein, ça fait très longtemps qu'on les a dépassés. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va les retrouver pour 100 000 pour 100 000 habitants. Mais voilà, c'est vrai quand on regarde d'autres régions, que ce soit PACA, la Moselle ou autre, on est clairement dans une situation qui, pour l'instant, est fort heureusement moins inquiétante. Pour autant, nos services de réanimation sont toujours très, très occupés. Nos services de médecine sont également quand même toujours occupés. Donc voilà, je n'ai pas du tout un discours ni alarmiste, ni au contraire, mais voilà, clairement, ça continue de peser sur le système de soins. On continue d'avoir des gens qui malheureusement se dégradent et qui évoluent défavorablement. Donc je crois que tout ce qui peut éviter l'infection reste important. On a la campagne de dépistage de la ville en ce moment. Je ne fais aucun lien, bien entendu, hein, de cause à effet, mais en tout cas, je pense que voilà, dépister des gens asymptomatiques pour éventuellement repérer les fameux 10 super spreaders, hein, ces personnes qui n'ont pas de symptômes, vont très bien, mais vont pouvoir mettre du virus un peu partout autour d'eux et infecter des personnes, c'est des choses intéressantes. Donc, ces stratégies de dépistage larges, dans le futur, il est probable qu'à différentes échelles, elles se mettent en place. Donc, voilà, toutes ces mesures qui contribuent à repérer, isoler, et éventuellement prendre en charge. Et puis même avant de repérer, éviter l'infection contribue à finalement faire en sorte qu'on puisse être dans des situations pas trop inquiétantes. Vous avez parlé, Elisabeth Botelho-Nevers, à l'instant, notamment des services de soins et de réanimation. Vincent Augusto, du côté de CIS,
il y a des travaux qui sont entrepris, pas directement en lien avec la pathologie, évidemment, mais avec d'autres éléments qui accompagnent finalement cette pandémie, dont des travaux entrepris par Jules Lelay dans le cadre d'une thèse sur notamment, je crois, la gestion des flux, l'organisation un petit peu de la prise en charge. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus? En fait, on a tout un ensemble d'interventions qu'on a pu réaliser de manière assez humble, en fait, pour pouvoir aider notamment l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à prendre des décisions sur la réservation de lits, etc. Parce que finalement, au cœur de tout cela, il y a des problèmes médicaux importants, c'est sûr, mais il y a aussi des problèmes d'organisation. Parce qu'au final, le nerf de la guerre, c'est le nombre de lits en réanimation, finalement, qui nous oblige à confiner, qui nous oblige à prendre des décisions qui sont assez dures, enfin pas nous, mais au niveau de l'État. Et donc, nous, ce qu'on a pu proposer, en fait, c'est de manière assez complémentaire à ce que propose l'Institut Pasteur avec des prédictions de contamination ou d'indices R, en fait, dans les jours qui viennent. On a pu essayer de connecter cela, en fait, avec la configuration des hôpitaux de la région, et donc notamment ceux du groupement hospitalier de territoire de la Loire, pour regarder un petit peu comment est-ce que l'on pourrait une fois qu'on a la prédiction finalement du nombre de contaminations, avec la précision qu'elle a, hein, ce qui n'est pas non plus toujours très, très, très fiable, hein, comme on a pu le voir dans le passé, on peut essayer en fait d'essayer de prédire finalement quelle capacité serait optimale pour pouvoir prendre en charge les patients qui seraient susceptibles d'arriver selon les prédictions qui sont faites de contamination. En fait. Et donc là, on se ramène du coup à l'application d'outils de modélisation, d'optimisation, qui nous permettent de produire en fait au final, après plein de calculs dont je vous passerai les détails, des petites règles qui disent, voilà, là, je vous donne un petit exemple qui n'est pas forcément un exemple réel, mais le service de réanimation du CHU de Saint-Étienne, on voit qu'il va peut-être arriver à saturation dans 2-3 jours, donc il faudra peut-être penser à prévoir des transferts vers tel autre hôpital, du GHT, donc du groupement hospitalier de territoire, de manière à pouvoir soulager en avance de phase le service, en fait. Et donc là, grâce à des petits outils de simulation, on est capable d'être assez réactif. Donc, on est moins finalement dans le prédictif, un peu la divination de se dire, voilà, je prédis que dans 3 jours, il y aura une occupation et du coup, essayer de faire en sorte d'améliorer les choses. On est plus dans essayer de proposer des outils qui disent, voilà, selon la prédiction qu'on va avoir de l'occupation, la meilleure organisation pour y faire face, ça serait ça ou ça, en fait. Tout ça, ça se fait en lien avec aussi la réalité du terrain et le CHU. Ça, on l'a fait bien sûr avec notamment Guillaume Thierry, qui est chef de service en réa au CHU de Saint-Étienne, et avec bien sûr les organisations qui sont adoptées en interne au CHU, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller à contre-courant bien sûr de ce qui est proposé, mais plutôt essayer de répondre éventuellement à des questions qu'eux peuvent avoir sur qu'est-ce qui serait optimal entre deux décisions à prendre, par exemple. Stéphane Paul, de votre côté, eh bien, c'est effectivement un autre sujet et un autre axe de la science médicale très important, puisque vous êtes chef du service immunologie, vous êtes membre également du comité scientifique sur les vaccins Covid. Vous nous en direz peut-être quelques mots de ce comité, mais voilà, si on devait expliquer un petit peu, même si on finit par avoir tous un peu une culture du Covid, du virus, des vaccins, n'empêche que ça reste un petit peu une nébuleuse. Quelle différence véritablement entre les vaccins actuellement autorisés? On entend parler de vaccins ARN messagers qui ont toute une histoire, hein, voilà, qui n'ont pas émergé comme ça par un coup de baguette magique, qui ont une histoire, mais peut-être leur application sur l'être humain, en revanche, est beaucoup plus récente. Et puis cette accélération finalement de la recherche, on parlera de la recherche tout à l'heure, mais qui a fait qu'en 8 mois, eh bien, des produits sont déjà sur le marché. Voilà, donc comment fonctionnent les vaccins actuellement sur le marché, avec peut-être aussi un focus sur cette génération ARN messager? Alors, effectivement, c'est ce qui s'est passé en l'espace d'un an, c'est une vraie révolution dans le domaine vaccinal. C'est lié effectivement à l'étendue de cette pandémie mondiale et aux efforts notamment financiers qui ont été faits pour développer ces vaccins. Aujourd'hui, dans le cadre de la vaccination Covid, on a finalement 4 grandes approches pour essayer de combattre ce virus et ses mutants d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui,
On essaye également de voir comment améliorer l'efficacité des vaccins contre les variants. On a effectivement les premiers qui ont été développés et qui ont démontré une efficacité vraiment très très importante, sont les vaccins à ARN, qui sont tous basés en fait sur le fait qu'on va faire produire par l'organisme la protéine virale qui s'appelle la protéine spike, qui est en fait une protéine de surface du virus et qui est la cible majoritaire des anticorps qui vont bloquer l'entrée du virus, des anticorps qu'on appelle neutralisants. Donc en fait, cette stratégie de vaccination ARN, elle est effectivement pas récente, hein, elle date d'à peu près une quinzaine d'années. Elle a été développée au départ pour traiter des cancers, puisque c'est une stratégie qui est assez efficace dans le traitement de tumeurs solides notamment. Et puis, elle a été développée dans d'autres applications, notamment dans le domaine d'Ebola, ou pour essayer de répondre rapidement à des crises épidémiques. Et ça, essentiellement parce que cette technologie, elle a cette capacité d'être développée très rapidement à partir du moment où on connaît la séquence de l'organisme pathogène. Et c'est ce qui s'est passé vis-à-vis du SARS-CoV-2. Dès qu'on a eu cette séquence chinoise, qui est la souche initiale, la souche Wuhan, en l'espace à peu près d'un mois, on avait un vaccin qui pouvait être évalué précliniquement, dans des modèles animaux notamment, et puis cliniquement. Donc la stratégie de ces vaccins ARN, en fait, c'est de prendre cette séquence, ce morceau de génome du virus qui va permettre l'expression de cette protéine de surface du virus, et puis on l'administre au patient dans une formulation un petit peu particulière, dérivée de lipides, un peu comme des petites billes dans lesquelles on va mettre cette séquence. On utilise ces billes pour protéger finalement l'ARN de l'organisme et permettre qu'il rentre efficacement dans les cellules de chaque volontaire vacciné. Donc ces vaccins ARN, aujourd'hui en France, il y en a 2 qui sont autorisés. Il y a le vaccin que vous connaissez tous maintenant, Pfizer-BioNTech, et puis le vaccin Moderna, qui sont très très similaires finalement, hein, parce que la séquence d'ARN est quasi identique entre les 2 vaccins, et puis la formulation vaccinale est un petit peu différente. Donc ça, c'est le premier grand groupe, avec une efficacité que vous connaissez maintenant, hein, qui est au-delà de 90% pour préserver des formes sévères et des hospitalisations. La deuxième grande catégorie de vaccins que vous connaissez également, parce qu'un d'entre eux est autorisé également en France, c'est les vaccins qui sont dérivés de virus, et notamment d'une plateforme qu'on appelle l'adénovirus. Et l'adénovirus, en fait, il s'agit de virus bénins qui touchent les mammifères de manière générale, l'homme en particulier, qui sont des virus qui peuvent occasionner des infections oculaires, des rhumes, des choses très très bénignes, et qui ont été modifiés génétiquement pour mettre également la même séquence dont je vous ai parlé pour les vaccins ARN, cette fameuse protéine spike, qui est la cible majoritaire pour induire une réponse vaccinale. Et donc là, vous avez comme exemple le vaccin d'AstraZeneca, qui est basé sur une plateforme d'adénovirus de chimpanzé, qui est une souche qui naturellement circule dans le chimpanzé et qui a été dérivée, modifiée par l'université d'Oxford. Et donc, dans cette famille-là, il y a d'autres vaccins qui sont en cours de développement, un qui va sans doute être autorisé très très rapidement, sans doute le prochain en Europe, qui est le vaccin de Janssen ou Johnson & Johnson, qui est un autre adénovirus, qui est un sérotype humain cette fois, qui s'appelle l'adénovirus 26, qui est en fait une souche humaine qui circule plutôt en Afrique, un peu moins en Europe, et qui est exactement basé sur le même principe que l'adéno d'AstraZeneca, la même protéine et le même vecteur. Et puis, il y a des vaccins chinois, enfin, il y en a un certain nombre qui arrivent avec cette plateforme adénovirale. Ensuite, la troisième catégorie, qui est celle que la population connaît le mieux, c'est ce qu'on appelle les vaccins inactivés, c'est ce qu'on utilise de manière routinière. En fait, on prend un virus ou une bactérie, on la tue efficacement avec un traitement chimique, un traitement physique, et puis on va inactiver complètement le virus. Par contre, on va conserver l'ensemble des protéines qui sont reconnues par le système immunitaire. Et ça, ces vaccins-là, ils ont été développés en priorité par les Chinois, un peu par l'Inde également. Et ces vaccins, ils ont été également démontrés comme étant efficaces en phase 3, notamment un vaccin chinois qui est issu d'une société qui s'appelle Sinovac. Ça semble un peu moins efficace que les vaccins ARN. L'avantage qu'on peut avoir vis-à-vis de ces vaccins, c'est que ça ne cible pas uniquement une seule protéine, il y a toutes les protéines du virus. Et dans le cas ou dans l'hypothèse d'émergence de variants, on peut peut-être imaginer que ces vaccins-là pourraient, même si ça reste à être démontré, avoir une efficacité un peu plus forte sur les variants. Mais ça reste encore effectivement à démontrer. Et puis la dernière catégorie de vaccins actuellement en cours de développement, en fait, au lieu de prendre une séquence génétique ou un vecteur viral, on prend la protéine elle-même.
donc la protéine, cette fameuse protéine spiculée, le spike, on la produit dans un laboratoire, dans une usine, on la fabrique en fait, et puis on va y rajouter un adjuvant. Alors ça, c'est un terme que vous connaissez, mais un adjuvant, en fait, c'est une molécule qui potentialise l'efficacité des vaccins. Et là, il y a eu effectivement Sanofi Pasteur qui a développé ce type d'approche avec une protéine qui était produite dans des cellules d'insectes et qui était adjuvantée. Et puis, on a une société qui va sans doute avoir une autorisation peut-être après Janssen, mais qui est vraiment très prometteuse également, qui est la société Novavax, qui est une société américaine qui a également exactement ce type de formulation et qui a démontré une grande efficacité clinique. Donc, c'est les 4 grandes approches pour lesquelles on a aujourd'hui des résultats de phase 2, de phase 3 d'efficacité qui sont quand même très notables. Le comité auquel vous appartenez et auquel vous participez, justement, étudie ces différentes familles de vaccins. Pour vous donner un peu un calendrier, elle a été créée au mois de juin 2020. Il regroupe 9 experts du domaine des vaccins avec des spécialités différentes. Donc, il y a des immunologistes, il y a des cliniciens, il y a des gens qui sont spécialisés dans la production, des gens qui sont spécialisés dans la logistique des vaccins, et puis des pharmaciens pour les aspects réglementaires. Et donc, ce comité avait au départ comme vocation de donner un avis au ministère de la Santé, au cabinet du Premier ministre, sur la réservation des lots. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de ça, puisque ces vaccins étant en cours de développement, il a fallu très rapidement, pour chaque État, réserver des lots, sans connaître d'ailleurs l'efficacité de ces vaccins, pour prévoir effectivement qu'on puisse vacciner le plus rapidement la population. Donc, à partir du mois de juin, en fait, ce comité a auditionné les producteurs de vaccins les plus avancés, donc Pfizer, Moderna, AstraZeneca, les sociétés chinoises, les Russes également, pour voir où ils en étaient de leur développement, quelles données ils avaient. Donc, quelles données ils avaient au départ essentiellement dans des modèles animaux. Il y a 2 modèles animaux où on peut évaluer l'efficacité clinique de ces vaccins, c'est le hamster et puis le singe. Donc, très rapidement, ces sociétés sont arrivées avec des données précliniques d'efficacité qui étaient variables d'un candidat à l'autre, mais qui étaient prometteuses. Et puis, ils nous ont très régulièrement donné un update d'où ils en étaient sur leurs essais cliniques de phase 1, de phase 2 et de phase 3. Et en fonction des résultats qu'on avait, de la logistique potentielle, de leur capacité à produire également des vaccins en grande quantité, on a émis des recommandations qui ont été suivies au niveau français et plus tardivement au niveau européen. Parce qu'au départ, en fait, la France a fonctionné un peu seule, comme la majorité des pays européens. Et puis, rapidement, il y a eu une initiative européenne de pré-réserver des lots au niveau européen. Et c'est ce qui a été fait. Et ces recommandations, elles servent à l'Europe maintenant et puis à la France pour dire ce vaccin-là, on va en acheter tant, celui-là un peu moins, il semble moins prometteur. Donc ça, c'est la première, on va dire, mission du comité. Et maintenant, le comité, on lui demande également de répondre à des interrogations, on va dire, de santé publique, de commenter ou d'essayer d'argumenter scientifiquement les recommandations de l'HAS ou de la NSM, et puis d'essayer également de réfléchir à des stratégies vaccinales un peu différentes, puisque je ne sais pas, je pense que tout le monde a vu ça un peu dans la littérature ou dans les médias. Les Anglais ont une manière de procéder qui est un petit peu différente. Ils ont espacé beaucoup les doses. Ils ont d'abord recommandé une seule dose et puis après d'espacer ces doses, de mixer les vaccins, de commencer avec un vaccin ARN et puis ensuite peut-être un vaccin adéno, parce qu'il y a effectivement il y a une pénurie des vaccins, il faut le reconnaître, il y a cette pénurie-là. Et donc, comment on peut améliorer d'une part la quantité de personnes pouvant être vaccinées tout en préservant un niveau d'efficacité optimal. Et donc, on essaye de répondre au vu des données scientifiques de la littérature, au vu des discussions qu'on a avec les producteurs, à ces recommandations-là. Comme l'a très bien dit Stéphane, en fait, il y a plein de vaccins et il y en a plein en développement. Sur le site de l'OMS, vous pouvez suivre en fait l'évolution des essais vaccinaux et des candidats vaccins. Il y en a plus de 250 aujourd'hui, plus de 73 qui sont en phase clinique. Et je pense que ça, c'est intéressant de comprendre qu'en fait, il y a vraiment plusieurs stratégies. Et si les stratégies, par exemple ARN, sont celles qui sont sorties les premières, c'est parce que
le temps de fabrication d'un vaccin ARN est très différent du temps de fabrication, par exemple, d'un vaccin classique, comme le disait Stéphane. Donc voilà, c'est pas par magie ou c'est pas parce que voilà, il y a eu des stratégies. C'est juste voilà, ils sont produits différemment, ils sont générés différemment, et c'est vrai que ça explique ça. Pas mal de questions. Donc, on a donc la famille Bauer, la Bauer Family, qui nous demande si on peut disposer de données sur le suivi des personnes testées, etc., le nombre d'infections, etc., à l'échelle de la ville de Saint-Étienne. Savoir si on a des données, il me semble que oui, mais sur la propagation du virus et un lien entre cette propagation et le milieu social ou le quartier où on réside. Voilà, et puis ensuite, je pense que très franchement, le plus simple est que vous essayiez, quand vous estimez que vous avez une réponse intéressante à apporter, à prendre le fil de la discussion en direct. Il y avait une question, me semble-t-il, concernant justement le dépistage qui est fait à l'heure actuelle en ville. Alors, il y a des données qui sont bien entendu, tout est remonté dans le système CIDEP, hein, bien entendu. Donc, ces données, ensuite, elles seront communiquées comme ça a été fait, notamment par l'ARS et puis par la ville. Donc, au quotidien, ces données, à ma connaissance, ne sont pas accessibles au grand public, mais bien entendu que ces données seront disponibles progressivement. Concernant le type de virus qui circule sur Saint-Étienne dans la Loire, alors à l'échelle de la ville, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup de pertinence parce que typiquement, nous, par exemple, au CHU, on ne va pas prendre en charge que les patients du CHU. C'est des patients qui peuvent venir de la plaine, de partout. Donc, par contre, dans le département par département, il y a ces informations-là. Et oui, bien sûr, il y a du variant anglais qui circule. Et pour d'autres variants, on va dire plus exotiques, on a ponctuellement quelques cas, mais en tout cas, par exemple, on n'est pas du tout dans la situation de la Moselle concernant le variant sud-africain, par exemple, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont surveillées de très près par Santé publique France et les données sont disponibles sur les sites de Santé publique France ou de l'ARS. Il y avait une question sur le lien entre milieu social. Ah oui, tout à fait. Très clairement, hein, c'est posé. Vous savez qu'à un moment donné, notre ville a été un peu pointée du doigt comme vraiment le mauvais élève pendant la deuxième vague, le début de la deuxième vague, où on avait des taux très, très élevés. Ce qui est certain, c'est que c'est vrai à Saint-Étienne et c'est vrai partout, là où il y a de la précarité, il peut y avoir un mode de une transmission plus facile parce que c'est tout simple, hein, mais vous imaginez bien que si vous êtes 5 dans un appartement de 30 mètres carrés, respectez la distanciation sociale parce qu'à la maison, on ne va pas porter le masque, hein, très clairement. Forcément, il va y avoir une ambiance, entre guillemets, une pression où le virus va pouvoir circuler. Donc, surtout si dans un petit espace, il y a plusieurs générations qui cohabitent, forcément, des plus jeunes vont pouvoir plus facilement transmettre aux plus âgés. Malheureusement, souvent aussi, qui dit précarité dit une moindre connaissance dans ce qu'on appelle la littératie en santé et donc une moindre bonne connaissance des mesures qui justement vont faire qu'on peut éviter de se faire d'être infecté. Et puis bon, voilà, les masques, ça peut avoir un coût. Donc tout ça fait que bien entendu, dans des milieux très précaires, il va peut-être y avoir plus d'infections et plus de transmission. Donc, mais ça, c'est un éternel problème. On sait que les inégalités en santé, elles touchent toutes les maladies et la Covid-19 n'est pas une exception. Par ailleurs, on sait aussi que parmi les plus précaires, il peut y avoir plus de pathologies et de comorbidités. Et on sait que c'est aussi parmi les patients les plus comorbides qu'il peut y avoir des formes nécessitant une hospitalisation ou une réanimation. Donc oui, bien entendu qu'il peut y avoir dans certains quartiers plus défavorisés, et pas du tout qu'à Saint-Étienne, partout, hein, éventuellement plus de transmission. Mais bon, dans les quartiers les plus aisés, on peut aussi s'infecter et faire une forme grave. Peut-être pour Stéphane Paul, là, il y a 3 questions sur l'efficacité des vaccins. Hein, voilà. J'ai vu, je vais essayer d'y répondre. Alors, il y avait une première question de Bridget, je crois, qui était sur savoir si on a un moyen de détecter les anticorps lorsqu'on a été confronté à une infection. Oui, on peut faire ce qu'on appelle un test sérologique. On fait un prélèvement sanguin et puis on va détecter les anticorps qui sont dirigés contre des protéines du virus.
Et d'ailleurs, même, on peut même aujourd'hui savoir entre quelqu'un qui a été vacciné et quelqu'un qui a été infecté, s'il s'agit du vaccin ou s'il s'agit d'ailleurs de la protéine virale. Donc oui, on peut le faire. Ce qu'on a comme données, c'est qu'on sait que ce taux d'anticorps, il a tendance quand même à diminuer, pas énormément, mais il diminue au cours du temps. Et on a aujourd'hui des données entre 10 et 12 mois après l'infection où on voit perdurer des anticorps, notamment contre différentes protéines du virus, en particulier la nucléocapside. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième question donc de Léa Grégoire. Si on a déjà contracté le virus, est-ce qu'il est encore nécessaire de se faire vacciner? Aujourd'hui, il y a des recommandations qui ont varié un petit peu dans le temps. Les recommandations aujourd'hui, c'est d'attendre 6 mois après avoir eu le virus pour se faire vacciner et sans doute de ne recevoir qu'une seule dose du vaccin plutôt que 2. Et ça, c'est issu de données scientifiques qui ont été publiées. Chez des gens qui sont séropositifs pour le SARS-CoV-2, on voit qu'a priori, une seule dose suffit à atteindre des niveaux d'immunisation qu'on peut avoir après 2 doses chez des gens qui n'ont pas eu le virus. Donc oui, il faut. Pour l'instant, le délai, il est à 6 mois. Est-ce qu'il changera peut-être en fonction des données? Pour l'instant, c'est 6 mois et puis une dose de vaccin, quel que soit le vaccin ARN ou vaccin adéno d'ailleurs. Ce délai de 6 mois, comme l'a très bien dit Stéphane, c'est parce que pour les gens qui sont immunocompétents, qui n'ont pas de déficit de leur système immunitaire, ils vont être encore protégés par la maladie virale. Et comme on est dans une situation où on n'a quand même pas des doses pour tout le monde, on va en priorité aller vacciner des gens qui n'ont aucune protection. Et après, en soi, c'est pas grave de se faire vacciner avant, mais la seule chose, c'est que quelque part, c'est entre guillemets gâcher une dose. Et en effet, finalement, une seule injection, parce que probablement que le vaccin, chez quelqu'un qui a déjà fait la maladie, il a ce rôle de boost qu'a la deuxième injection quand on n'a jamais rencontré le virus. Et peut-être aussi un petit bémol sur, en effet, la sérologie. On peut tous faire des sérologies. La seule chose, c'est que, et ça Stéphane pourrait vous l'expliquer mieux que moi, c'est que ce taux d'anticorps, on ne connaît pas non plus complètement la signification en termes de protection. Et à l'inverse, on peut ne plus avoir d'anticorps détectables et être encore protégé. Donc, quelque part, nous, en tant que médecins, on va s'en servir éventuellement pour dire, oui, cette personne a rencontré le virus. Donc, éventuellement, on pourra lui faire qu'une dose de vaccin, par exemple. Mais par contre, en population générale, il n'est pas recommandé de se faire des sérologies à tout va parce que ça ne va pas apporter grand-chose. Et d'ailleurs, comme on a soit les gens savent qu'ils ont fait un Covid et en effet, ils seront vaccinés un peu à distance de leur Covid et n'auront qu'une dose, soit si on ne le sait pas, s'amuser entre guillemets à faire des sérologies à tout le monde pour déterminer si on fait une dose ou 2 doses, ça ne serait pas coût efficace et puis ça retarderait le processus. Donc en pratique, ça explique que, en effet, même si on est en capacité de détecter des anticorps chez les gens, ça n'a pas d'intérêt dans la stratégie vaccinale. Justement, les gens qui ne savent pas s'ils ont fait un Covid, en général, on s'en rend compte un peu, mais donc ce qu'on appelle des asymptomatiques, c'est plutôt des gens qui ont des faibles taux d'anticorps. Donc, c'est encore moins peut-être approprié chez eux d'essayer d'aller identifier une réponse qui, elle, va descendre rapidement et qui, probablement, après quelques mois, sera quasiment négative. Alors, après, il y avait une troisième question sur... oui, est-ce qu'on a des données sur l'efficacité des vaccins sur la transmission? Alors effectivement, les vaccins qui sont aujourd'hui autorisés en France ou ailleurs d'ailleurs l'ont été sur la base d'efficacité sur la réduction de formes sévères et d'hospitalisation, puisque c'était l'objectif des phases 3. On a des données, et notamment des données très très récentes. Alors je ne sais pas si vous avez vu l'interview hier d'Alain Fischer qui était avec le Premier ministre. En fait, on a des données qui ont été publiées issues d'études en Écosse sur 500 000 personnes vaccinées. Alors, c'est des études qui sont assez dures à montrer parce qu'en fait, pour savoir si le vaccin a un effet sur la transmission du virus, il faut mesurer la charge virale chez les gens qui sont vaccinés, c'est-à-dire leur faire des écouvillons à des temps très réguliers. Vous doutez bien que les gens n'ont pas franchement envie d'avoir un écouvillon toutes les 24 ou 48 heures pour mesurer leur charge virale. Quoi qu'il en soit, en Écosse, ils ont des données qui sont des données assez préliminaires où on a regardé 7 jours après la deuxième dose
la charge virale qu'il y avait chez les gens vaccinés et dans un bras de contrôle non vacciné. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a un effet sur la transmission, il y a une forte réduction de la dose d'à peu près 3/4 chez ce sous-groupe de patients d'à peu près 500 000 personnes. On avait d'autres données, notamment des données israéliennes, qui montraient à peu près la même chose, c'est-à-dire une réduction de la charge virale. Et qui dit réduction de la charge virale chez les gens vaccinés, probablement implique que ces gens transmettront moins le virus à leur environnement, parce qu'on sait qu'il faut quand même une certaine charge virale pour infecter quelqu'un dans son environnement. Donc on commence à avoir des données sur la transmission, elles vont s'accumuler bien évidemment, et elles risquent peut-être de changer aussi les recommandations vaccinales, puisque les stratégies peuvent changer à partir du moment où on sait si le vaccin est efficace pour réduire la transmission. Et puis par ailleurs, cette question de la transmission, les gens la posent et c'est une très bonne question. Mais déjà, quand on n'est pas symptomatique, comme le dit Stéphane, on peut quand même être positif au test, mais avoir des charges virales qui seront plus basses. Et le fait d'être asymptomatique, même s'il peut y avoir des transmissions quand même, on n'éternue pas, on ne mouche pas, on ne tousse pas. Donc déjà, on éparpille un peu moins de virus quand même. Donc globalement, la vaccination sur la transmission a un impact positif. Après, en effet, on manque encore, comme le disait Stéphane, il y a besoin de consolider les données pour vraiment mieux caractériser la possibilité d'avoir du virus alors qu'on est complètement asymptomatique. De combien est-ce que les vaccins réduisent et d'un vaccin à l'autre, comment la réduction se fait? Et puis, il faut bien se rendre compte que c'est une cinétique après la vaccination. En fait, on peut avoir une charge virale qui est transitoire et qui va diminuer assez rapidement. Et cette période-là, elle n'est pas très bien connue. Sur un grand nombre de patients, c'est difficile à estimer. Mais la tendance est de dire qu'effectivement, au moins pour le vaccin Pfizer, parce que c'est celui-là où on a effectivement le plus de données, le nombre de personnes le plus vaccinées, on a une réduction de la charge virale qui est probablement associée à la réduction de la transmission. Du côté de CIS, le masque est un des éléments, puisqu'il y a les vaccins, mais il y a évidemment tous les gestes barrières, dont le masque qui est rentré un peu dans notre code vestimentaire. Dès qu'on franchit le seuil de sa maison, le masque, c'est un des points sur lesquels Jérémy Pourchet en particulier a travaillé avec son service. Oui, effectivement. Donc, il y a eu la saisie d'une opportunité par Jérémy de pouvoir développer en fait un banc de tests de filtration des masques, qui en fait à l'origine est un banc de tests de filtration bactérienne, donc pas viral, mais là justement il y a des travaux qui sont en cours pour justement essayer de regarder comment est-ce que l'on pourrait évaluer la filtration virale dans les prochains mois. Et effectivement, au début, c'était une question importante. Comme on avait une pénurie de masques l'année dernière, l'idée c'était de se dire comment est-ce qu'on peut tous contribuer à fabriquer des masques industriels, particuliers, etc. Mais se poser la question du test de filtration, en fait. Donc, on a pu répondre à cette question grâce à l'initiative de Jérémy Pourchet, effectivement, en collaboration d'ailleurs avec l'université et le CHU de Saint-Étienne pour pouvoir proposer une méthode assez unique d'ailleurs, qui permet d'évaluer de manière fiable à quel point un masque il est efficace ou non. D'ailleurs, on a vu dans l'actualité qu'il y a maintenant des recommandations sur certains types de masques de ne plus utiliser des masques en tissu simple dans certaines conditions et ainsi de suite. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit quand on a préparé un peu cet entretien. Vous m'avez dit nous sommes passés du temps de la guerre au temps de la qualité. Exactement, voilà. C'est un peu comme les soins aux urgences, c'est-à-dire que on s'adapte en fonction des situations. Et effectivement, là maintenant, il faut privilégier la qualité et puis l'usage qualitatif du masque, je pense. En effet, ces collaborations qui peuvent se faire, alors hors temps de Covid, mais qui se sont faits, puisqu'en effet, ce travail sur les masques fait par Jérémy Pourchet a été fait notamment aussi en collaboration avec Paul Verhoeven, qui est microbiologiste et qui travaille au CHU de Saint-Étienne. Et dans le cadre du GIMAP, notre laboratoire de recherche que Stéphane Paul dirige, et ces collaborations, je trouve qu'on a la chance sur notre territoire qu'elles puissent se faire peut-être simplement avec les expertises des uns et des autres. Et c'est intéressant de voir que même en temps de crise, quand pourtant tout peut partir dans tous les sens, on arrive à se recentrer et à faire des travaux de qualité. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. On peut rappeler qu'on est tous sur le même site, École des Mines, université et hôpital. On est à 50 mètres les uns des autres. Donc,
Pareil pour la réanimation, c'est le contact local qu'on a avec Guillaume Thierry du CHU qui a permis de faire ces travaux. Donc ouais, c'est un super écosystème qu'on a à Saint-Étienne. Alors, on parlait de qualité. Je reviens sur les vaccins parce que c'est pas un débat qui fait rage, mais forcément, on se pose tous la question. Stéphane Paul, vous le disiez, donc 4 grandes familles. D'un coup, on découvre l'ARN messager, il y a des craintes, et puis finalement, ça semble faire ses preuves. Donc, tout le monde se dit c'est le vaccin, c'est celui qu'il me faut finalement. Et puis arrive évidemment la problématique de il n'y a pas de dose pour tout le monde. Surtout qu'on rappelle que c'est quand même une pandémie, c'est donc mondial. Donc, on doit tous se partager, peu finalement, en tout cas pour l'instant. Est-ce que derrière, j'en arrive à ma question sur la qualité, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, le vaccin ARN a été mis en place, si j'ai bien compris, en gros 1 mois, on a pu séquencer, on a pu tout de suite produire. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'agilité, beaucoup de réactivité, que la technique et la technologie sont bien présentes. Est-ce qu'on va vers une évolution vaccinale qui fait que les produits iront dans ce sens, ce type de vaccin, et que les autres sont déjà un peu has-been et sont un petit peu en perte de vitesse? Est-ce que c'est important d'avoir ces choix-là en fonction des profils? On entend dire que AstraZeneca peut s'intéresser à telle ou telle population, telle tranche d'âge. Est-ce que c'est bien d'avoir une panoplie large, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une nouvelle génération de vaccins qui va arriver et qui pourra répondre plus rapidement aux défis, puisqu'on nous parle aussi d'épidémies qui risquent de se multiplier? Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question. Je pense que personne n'a cette réponse-là. Effectivement, c'est en tout cas un outil, ce développement des vaccins ARN, c'est un outil pour répondre à ce type de situation, c'est-à-dire à répondre rapidement. Est-ce que c'est aujourd'hui le vaccin le plus efficace pour toutes les maladies? Probablement pas. D'une part parce que la capacité de codage ou de séquence qu'on peut mettre dans un vaccin ARN, elle reste quand même limitée, même si on parle aujourd'hui de faire des vaccins ARN avec 2, 3 peut-être séquences de variants, qui, comme un vaccin grippe saisonnier, couvrirait différentes souches en même temps. D'un point de vue, on va dire, immunologique, puisque c'est ce que je connais le mieux, tous ces vaccins n'ont pas la même capacité à induire des réponses immunitaires. Et ce qu'on sait des vaccins ARN, c'est que ces vaccins ARN sont pas les spécialistes mondiaux, on va dire, pour induire des anticorps. C'est plutôt des vaccins qui induisent une bonne réponse adaptative, une bonne réponse cellulaire. On sait par exemple que les vaccins inactivés, là où on tue le virus, sont des très très bons vaccins pour induire des anticorps. Donc en fonction finalement du pathogène pour lequel on est confronté, c'est bien d'avoir différents types de réponses, mais c'est aussi très confortable, je pense, devant l'émergence de variants qui sont de variants ou de nouveaux pathogènes, d'ailleurs, qui sont liés à la mondialisation, au fait que effectivement les gens bougent d'une région à l'autre avec une vitesse qui est phénoménale aujourd'hui. Il faut avoir au moins une première ligne de vaccin très rapide. Et je pense que les vaccins ARN ont cette capacité-là aujourd'hui, et vous le voyez, puisqu'aujourd'hui, je crois hier, Moderna a commencé un essai avec un variant sud-africain. Donc, ils ont cette capacité à s'adapter beaucoup plus rapidement que les autres. Ça, c'est évident. Et il n'y a que les vaccins ARN qui ont cette capacité évolutive à être rapidement mis en place cliniquement. Alors, si on a attrapé le Covid, on a donc développé des anticorps qui ont duré plus ou moins longtemps. Tout dépend aussi de la sévérité avec laquelle on a été frappé par cette maladie. On l'a bien compris tout à l'heure. C'est donc de l'immunité individuelle. Avec la vaccination, on peut arriver à de l'immunité individuelle, mais aussi collective. Le gouvernement nous dit, après l'été, logiquement, on sera nombreux à être vaccinés. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer vivre à peu près normalement à l'automne ou pas? Alors, ça, c'est une question qui, en plus, au-delà de la France, ne concerne pas que la France. Et c'est d'ailleurs une grosse problématique parce que chacun, individuellement, on voit la situation personnelle de la population française, mais vacciner uniquement la France, ça n'aurait aucun sens. C'est-à-dire qu'on va effectivement, si on ne vaccine pas l'Afrique, si on ne vaccine pas l'Inde, si on ne vaccine pas l'Amérique du Sud, on va voir arriver ces variants de plus en plus parce que le virus va continuer à circuler de manière très importante dans d'autres régions. Donc on aura beau avoir vacciné 80-90% de la population française, on verra arriver des variants
peut-être moins pathologique, hein, puisque le virus peut muter et disparaître de lui-même. Hein, ça a été montré par exemple pour le MERS. Il y a tout type de mutation. Mais effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'il faut vacciner largement toute la population pour éviter effectivement qu'arrivent ces variants et de nouvelles épidémies régulièrement. Au-delà de ça, c'est difficile de prédire, d'une part, si on va réussir à vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'été, puisque c'est ce qui est proposé aujourd'hui dans la stratégie vaccinale. Ça ne dépend pas que de l'État français, hein, bien évidemment, ça dépend de l'accessibilité des doses, de l'hésitation vaccinale, et ça, je vais laisser parler Elisabeth, qui est une experte de ce domaine-là, mais il faut convaincre les gens. Pour convaincre les gens, il faut avoir des bons vaccins, il faut avoir des bons vaccins qui en plus sont accessibles. Donc il y a beaucoup de variables aujourd'hui qui font que on y arrivera ou on n'y arrivera pas. Si on arrive à correctement vacciner, et encore une fois, je le dis au niveau international, et ça, c'est pas souvent souligné parce que chaque pays regarde un peu sa stratégie, mais vacciner uniquement l'Europe parce qu'on a les moyens de se vacciner, ça suffira pas, c'est évident. Donc il faut pouvoir vacciner tout le monde à peu près en même temps pour ce retour à la vie normale dont vous parlez, puisque ce retour à la vie normale veut dire qu'on a tous envie de partir en vacances loin, de changer les idées, et il va falloir avoir une couverture vaccinale internationale qui est importante. Et aujourd'hui, je pense que personne n'a cette boule de cristal pour dire on va atteindre un niveau de protection de 50% en Afrique, 50% en Amérique, je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Alors, on va parler de la recherche. Alors déjà, des choses qui sont imminentes, les tests salivaires apparemment, qui vont être utilisés notamment en milieu scolaire, mais on entend aussi parler de médicaments. Alors, est-ce qu'ils annulent le virus ou pas? Est-ce qu'ils empêchent des formes graves? Le ministre de la Santé, hier, a parlé notamment du traitement par interféron, des anticorps monoclonaux. On parle aussi d'anticorps polyclonaux avec une étude à Nantes. Où est-ce qu'on en est sur des choses qui peuvent permettre peut-être aussi aux médecins de ville de pouvoir, avec des médicaments, permettre d'enrayer une progression trop grave, trop sévère de la maladie? Alors, ce qui est certain, c'est que pour pouvoir se sortir de tout ça, il y a les vaccins, il y a, comme l'a très bien dit Stéphane, l'immunité au niveau international, enfin, il y a plein de choses, mais il y a aussi traiter les malades, parce que voilà, on peut avoir des vaccins très efficaces, mais tout le monde ne sera pas forcément vacciné, tout le monde ne va pas répondre à la vaccination, donc va pouvoir être malade et donc transmettre. Donc, si initialement, face à l'émergence de ce virus, la stratégie a été de repositionner des vieilles molécules, entre guillemets, et d'essayer de voir si elles marchaient sur le virus, la plupart d'entre elles ont malheureusement démontré une inefficacité. Les stratégies, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, ça nous prendrait des heures, mais les stratégies aujourd'hui sont d'essayer de développer des médicaments spécifiques contre ce virus-là. Donc, il y en a plusieurs qui sont testés. Il y a encore un peu de repositioning, entre guillemets, de certaines molécules qui sont en cours. Donc, les essais sont en cours. Après, de toute façon, on entend, il y a la stratégie des anticorps dont vous avez parlé. Nous, on va par exemple tester chez les patients hospitalisés les fameux anticorps polyclonaux nantais, mais aussi des monoclonaux. Vous savez peut-être, vous avez tous entendu qu'on va pouvoir aussi, dans le cadre d'une autorisation temporaire d'utilisation de cohortes, chose assez inédite, de proposer pour des patients qui débutent un Covid, qui sont en ambulatoire, de les faire venir pour les perfuser avec des anticorps monoclonaux. L'objectif des anticorps monoclonaux, c'est de faire une immunisation passive et de venir bloquer, neutraliser le virus avant que la personne finalement ait elle-même le temps de faire des anticorps qui ensuite ont ce rôle-là. Donc toutes ces stratégies sont pour certaines à l'essai, pour d'autres on n'est pas complètement dans l'essai, mais ça s'y apparente. Donc les choses bougent beaucoup. Et en effet, la recherche, c'est à la fois orienté vers les patients hospitalisés et les formes graves, mais on voit que malheureusement, quand on est dans ces formes graves, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui marchent. Et l'idée, c'est de traiter le plus précocement possible.
et parfois même avant que les signes n'arrivent. Donc, ces stratégies-là, elles se développent. Alors, vous avez cité l'interféron parce qu'on en parle beaucoup. Ça nécessite d'être testé et ça va l'être. Donc, voilà, tout le monde, de toute façon, je crois que tout le monde espère trouver, bien sûr, les molécules intéressantes. Après, je pense que l'histoire de cette pandémie a aussi montré qu'il faut être très prudent et probablement que la communication autour de toutes les stratégies, c'est parfois faite de façon un peu trop rapide avant qu'on soit sûr que ça marche. Donc, je pense qu'il faut revenir probablement à des choses plus raisonnables en termes de communication. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches et que cette recherche doit être concertée pour que on puisse inclure le nombre nécessaire de patients, les bonnes indications pour pouvoir démontrer si oui, ça marche et très vite pouvoir à ce moment-là l'utiliser ou non, ça ne marche pas et ne pas gaspiller ni d'espoir ni d'argent. Donc voilà, les choses continuent, mais voilà, j'aimerais vous dire que ça y est, on a la molécule miracle. Je crois que ça serait vraiment vous mentir et je ne m'amuserais pas à ça. Oui, tout à fait. Alors Stéphane Paul, tout à l'heure, disait, voilà, on ne sait pas finalement sur ce virus, peut-être disparaîtra-t-il. On pense à d'autres épidémies qui ont pu être importantes. On parle de la grippe espagnole, la grippe de Hong Kong. On fait des millions de morts, mais auraient disparu. Alors, au-delà de ça, on parle aussi de la probabilité que le Covid soit un petit peu comme la grippe, un virus saisonnier. Est-ce qu'il faut se préparer à ça? Et est-ce que ce sera la même chose? C'est-à-dire pour la grippe, on a une injection. Là, est-ce qu'il faudra une injection, 2 injections? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est probable que ce soit comme ça pendant quelques années, puisque vu la circulation du virus actuel, même si vous le voyez bien, on n'arrivera pas à vacciner la population mondiale dans un délai de quelques mois. C'est impossible. Donc, le virus va circuler pendant plusieurs années. Vous dire aujourd'hui qu'il y aura une injection annuelle, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. D'une part parce que, et ça c'était une des questions qu'il y avait dans le chat, on ne connaît pas la durée de protection de ces vaccins. On a des données qui s'accumulent au fur et à mesure. On sait aujourd'hui que les gens vaccinés sont protégés entre 8 et 10 mois. On ne sait pas au-delà parce que pour l'instant, les données s'accumulent au fur et à mesure. Peut-être que ce sera 2 ans, peut-être que ça sera moins de 2 ans. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'effectivement, ces vaccins sont un petit peu moins efficaces sur le variant sud-africain, par exemple, puisque ça, c'est des données qui sont quand même assez consolidées. Donc, est-ce qu'il faudra, si ce variant devenait prévalent un peu en Europe, en France notamment, avoir des vaccinations plus régulières pour maintenir un taux de protection plus important vis-à-vis de ce variant? Peut-être. Aujourd'hui, je peux juste vous dire que probablement, oui, on va vivre avec ce virus quelques années. J'espère pas plus que quelques années, mais et ça va dépendre de la rapidité de la vaccination. Ça va dépendre également de l'évolution du virus. Effectivement, ce virus, il peut évoluer dans tous les sens, on le voit bien. Hein. Il peut s'éteindre comme il peut effectivement émerger. Là où on peut rassurer les gens, c'est que on a la capacité aujourd'hui de moduler ces vaccins, et en particulier les vaccins ARN, pour répondre à ces évolutions. Et effectivement, on pourra peut-être, sur des vaccinations saisonnières, dans ce cas-là, essayer de réadapter un peu comme à l'image de la grippe, l'efficacité vaccinale. Toute dernière question, je souhaitais vous poser. Voilà, on a tous pris de plein fouet cette épidémie. On ne s'attendait pas dans nos vies à traverser une telle période. Vous, la particularité, tous les trois, c'est que vous êtes chercheurs et que d'un coup, cet élément-là réoriente sûrement vos travaux, ou les poursuit, les accélère. Vous êtes au cœur du réacteur. Qu'est-ce que ça veut dire pour des chercheurs d'un coup de vivre en vrai et en direct quelque chose comme ça? Vous avez forcément un niveau de lecture qui est différent du nôtre. Je veux bien commencer. Alors, moi, je suis infectiologue et bien sûr, on ne s'attendait pas, je ne vais pas vous dire, ah ben, je le savais. Non, non, mais on savait que ce type de phénomène arrive avec une ampleur plus ou moins importante. Je pense que, par exemple, les plus anciens ont connu
l'épidémie du VIH, très différente, mais avec voilà, une émergence. Vous parliez de réorientation de travaux. Je pense que très clairement, voilà, quand le VIH est apparu, beaucoup de gens se sont mis à travailler là-dessus. On verra la durée de ce virus. Mais moi, en tout cas, j'aurais tendance à retenir 3 points. Le premier, c'est que les sauts à la fois technologiques et de recherche qui sont faits, on a parlé tout à l'heure des vaccins ARN dans le développement clinique, vont être utiles pour tout un tas d'autres pathologies. La coordination de la recherche, en tout cas pour la recherche clinique, on peut espérer qu'elle puisse bénéficier des leçons qu'on va tirer de tout ça. En tout cas, je l'espère. Et puis, par ailleurs, moi qui travaille en effet sur l'hésitation vaccinale, mais qui travaille aussi un peu sur la littératie dans le domaine de l'infectiologie et des infections, j'ose espérer que cette épidémie-là va aussi peut-être augmenter le niveau de connaissance et de compréhension de la transmission des maladies infectieuses. Parce que même si c'est un virus très exceptionnel, ça reste un virus respiratoire et chaque année, on a des virus respiratoires ou des virus d'ordre digestif qui se transmettent par les mains. Donc, il faut se laver les mains, par la toux, donc il faut porter un masque. Donc, j'ai tendance, parce que sinon, si c'est pas ça, je pense qu'on se morfond. J'ai tendance à considérer que même si c'est une crise dramatique à tout point de vue, économique, social, psychologique, enfin, on pourrait en parler des heures, c'est une opportunité pour augmenter nos connaissances et notre compréhension de tout un tas de phénomènes, et puis aussi de pouvoir répondre dans le futur à des questions qu'on n'arrive pas à répondre jusqu'à présent. Merci Stéphane Paul. Alors, moi, je vais vous dire 2 choses. Je suis plutôt vaccinologue de formation. Et bon, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est une très belle opportunité de voir dans la vraie vie ce qui se passe, plutôt que effectivement d'expérimenter comme je le fais, des vaccins chez la souris, dans des modèles animaux, finalement sans voir toute cette machinerie qui s'est mise en place dans le cadre de la vaccination Covid. On le vit dans la vraie vie, on voit tout ce qui se passe, on voit chaque étape et tout ce que ça implique d'être membre de ce comité. Moi, j'ai appris et j'apprends encore énormément de choses sur les aspects logistiques. Donc, c'est une vraie, pour moi en tout cas à titre personnel, une vraie opportunité de voir cette évolution-là. Ça, effectivement, à tous réorganiser nos objectifs scientifiques. On travaille dans le cadre du GIMAP, dont je m'occupe beaucoup sur le Covid, bien évidemment, puisque il faut avancer, il faut générer de la connaissance et de cette connaissance ont émergé ces vaccins et ont émergé la compréhension de la physiopathologie du Covid. Donc, c'est effectivement c'est une leçon pour pas mal de choses et c'est une expérience assez unique qu'on est en train de vivre en tant que scientifique en tout cas. Moi, c'est une expérience unique que je vivrai, j'espère, une seule fois dans ma carrière, mais qui en tout cas a ce stress qui est très positif dans la recherche d'essayer d'avancer pour des raisons qui sont tellement cruciales. Merci beaucoup Stéphane Paul. Vincent Augusto, alors avec des travaux de recherche toujours à CIS, mais d'un coup véritablement en prise avec cette maladie et cette proximité aussi du CHU qui a pris peut-être encore plus d'ampleur. Oui, un petit point rapide pour compléter, donc en phase avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, il y a un point que je voulais souligner, c'est que je pense que pour la première fois, pour beaucoup de gens en France, on se rend compte que peut-être qu'on ne va pas pouvoir être pris en charge à l'hôpital parce que peut-être qu'il n'y aura pas de place, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau pour beaucoup de personnes, de se dire, oui, là, les services sont pleins, donc on ne pourra pas vous prendre tout de suite, donc restez chez vous et faites ça, ça et ça. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui n'était pas concevable encore il y a quelques mois, et où là, tout l'intérêt justement de tout ce qu'on peut développer sur de l'organisation, de l'optimisation, on considérait, c'est bien, mais peut-être un petit peu du bonus, en fait, pour gagner un peu d'argent. Voilà. Là, on se rend compte que finalement, ça a un réel intérêt, et nous, je ne vais pas dire que je suis content qu'on puisse le faire, mais effectivement, ça met en valeur et finalement tout ce que l'on peut développer en termes de flux, de modélisation de parcours, etc., qui ont vraiment de l'intérêt dans ces types de situations. Un grand merci à tous les trois. Il y a eu beaucoup de questions, certaines évidemment n'ont pas trouvé de réponse.
Mais vraiment, un grand merci de vous être rendu disponible. Vous êtes vraiment au cœur de ce dont on a tous besoin. Et on a besoin de gens comme vous pour essayer de nous tirer collectivement d'affaire. Donc, un grand merci d'avoir donné de votre temps. Et bon appétit à vous. Merci. Et s'il y a des questions brûlantes, on peut y répondre par mail. Oui, n'hésitez pas. On va garder les questions. On va faire le point avec mon collègue Guillaume Rioux. Et puis, on reviendra vers vous. Je vous enverrai les questions par mail. Et surtout, vaccinez-vous. Oui. Respectez les mesures barrières. Et faites-vous dépister à Saint-Étienne. N'hésitez pas, c'est encore possible jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à dimanche compris. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.